Bonjour à tous, merci pour votre présence. Je propose qu'on démarre cette présentation sur la couche sémantique. Ok, allons-y. Donc voilà, je vous propose qu'on démarre cette presse. Donc pour commencer à introduire ce concept, on va commencer par regarder un cas d'usage que tout le monde connaît. Bon, là, j'ai un graphique qui me représente un chiffre d'affaires avec certaines valeurs. Donc ça, voilà, c'est un exemple très simple. Donc là, on a une équipe qui va nous générer ce genre d'informations. Ça va servir pour le métier. En parallèle de ça, il se trouve que il y a des évolutions, on a changé d'outil et on a une autre équipe qui nous génère un graphe peut-être historique et qui vise normalement à nous donner le même genre d'informations. Seulement, évidemment, les valeurs ne sont pas les mêmes. Ça va engendrer tout un tas de questions. Donc, c'est le genre de situation qu'on retrouve dans plein de contextes et donc qui introduisent plein de problématiques. Et là, on va se dire, OK, quelles sont les règles de calcul? Donc, en fait, ça va amener pas mal de points différents. Déjà, en fait, le contexte fait qu'on peut être amené à avoir des schémas de données complexes. Ça, c'est un fait. Ensuite, ce genre de situation assez commune, ça engendre effectivement des incohérences entre des outils et il en résulte que on a souvent du questionnement sur la pertinence de nos données, on a une adoption de certains outils qui peuvent être difficiles par les équipes et l'idée c'est de voir comment on peut en fait répondre à ce genre de problématiques grâce à la couche sémantique. Donc, qu'est-ce que la couche sémantique? En fait, la couche sémantique permet de traduire les données techniques en termes métiers compréhensibles et donc va nous permettre de créer une passerelle entre un langage technique détenu par les équipes data et des termes métiers qui vont être propres au business. Donc, ça va passer par plusieurs aspects. Le premier, c'est amener justement une uniformisation, amener un certain nombre de règles qui nous permettent de définir correctement les métriques et en fait, d'agir comme une référence sur ces sujets-là. Donc, dans un deuxième temps, effectivement, on a encore une fois cette notion de passerelle et de correspondance en fait des termes métiers qui vont se ramener à un langage technique derrière pour aller chercher les bonnes données de la bonne manière. Ça va nous permettre de s'affranchir de certains, comment dirais-je, certaines requêtes, certains éléments qui peuvent être difficiles à communiquer pour des interlocuteurs non techniques. Donc là, on va pouvoir rendre ça plus abstrait. Et enfin, la couche sémantique contribue pleinement à la gouvernance de données, qui est un aspect en fait plus large de tout ça, et donc va amener vraiment un aspect important sur le suivi et la clarification de ces aspects-là sur la partie analytics, sur la partie métrique. Où elle se situe, cette couche? Donc, en fait, on va retrouver ici un ensemble de données sources donc, qui peuvent être issues de plein de systèmes différents. Et on va avoir la couche sémantique qui va se situer entre cet aspect-là et les usages qu'on va en faire derrière. Donc, ils vont être typiquement toute une partie analytics, qui vont être aussi le fait d'aller chercher des informations dans des systèmes via API, par exemple, ou encore d'autres usages. Donc là, on a trois aspects autour de ça. L'accès aux données, encore une fois, reprend un peu le mêmes enjeux, c'est-à-dire qu'on va faciliter l'accès par le biais de ces termes et le fait d'aller chercher les bonnes informations via le langage métier. Le contexte va être amené aussi parce qu'il s'agit de clarifier tout un ensemble
de sujets en étant vraiment aligné sur les bons termes, encore une fois, et de nouveau la contribution que ça amène dans la gouvernance, qui va être évidemment un élément clé sur nos données. Et donc, on va vraiment retrouver cet aspect-là, en fait, entre ces deux parties, donc, qui sont les données sources et les usages qu'on va en faire derrière. Alors, donc, comment on va la positionner, comment on va implémenter cette couche sémantique et surtout, quelles sont les différentes étapes, comment on va vraiment l'utiliser. Déjà, et on va le voir après, le premier point, c'est le modèle sémantique, donc la définition à proprement parler de ce dont on vient de parler, c'est en fait établir comment elle est constituée, comment on va construire ce modèle à travers différents éléments bien spécifiques comme les dimensions et les mesures. Alors, je vais y revenir après. En tout cas, une fois que ce modèle est défini, on va le mettre en application. Donc, là, j'ai pris un cas d'usage en particulier. Donc, on parle de BI, d'analyse. Donc, on va aller chercher l'information. Donc, ça va passer par une requête. Une requête, ça peut être différentes choses. On va encore couvrir les cas d'usage par la suite. Mais l'idée, c'est de générer cette requête pour aller chercher une information à travers ce modèle. Et toute l'idée de cette couche sémantique, ça va être de traduire cette requête langage métier vers en fait, la partie technique. Donc là, on va en fait rendre ça, on va avoir cette couche d'abstraction qui va nous permettre de générer cette requête SQL ici. De là, on va retrouver on va avoir le résultat donc, qui va sortir de notre warehouse typiquement. Et donc, on va pouvoir restituer ces informations par rapport au besoin initial. Donc là, on va être vraiment sur une architecture où on va traiter directement les requêtes par ce biais-là et on va avoir donc un peu le moteur de requête ici, le moteur SQL qui va régénérer les requêtes derrière. Après, on a effectivement d'autres architectures possibles. N'hésitez pas si vous avez des questions. La définition des modèles, elle ne se fait pas à la source. À la source, vous voulez dire dans le côté data ici, etc. Ah oui, alors on va revenir justement sur ce point-là parce que il y a plusieurs approches. Enfin, je vais y revenir après là-dessus effectivement. Et donc là, après, on va avoir un autre type d'architecture qui est un peu similaire. Simplement, ici, on va avoir en plus cet aspect-là qui va en fait agir un peu comme une gestion des données et du stockage. Donc, typiquement, pour vous donner un exemple de référence, c'est par exemple comment ça peut fonctionner avec Power BI. Là, on va avoir un modèle sémantique qui va être généré, qu'on va pouvoir réutiliser éventuellement pour d'autres usages et qui va nous permettre de garder en mémoire dans l'outil, ou enfin dans un format propre à cet outil en tous les cas, la partie sémantique, c'est-à-dire les liaisons entre les différents éléments et la façon dont nos métriques sont calculées. Et on va retrouver un schéma en fait, équivalent où, de nouveau, le but est d'aller en fait, émettre des requêtes par le biais de ce modèle pour obtenir nos retours ici. Alors, concrètement, comment ça se matérialise? En fait, donc, juste pour, avant de rentrer dans ces points-là, donc on va retrouver plusieurs outils qui vont nous permettre d'aborder cette couche sémantique. Donc j'en ai cité quelques-uns, je parlais de Power BI. On va avoir par exemple LookML aussi, qui est un autre outil donc, qui est plutôt côté Google, qui va nous permettre de définir cette couche sémantique de cette manière-là. Et de la même manière, on va pouvoir
utiliser des API pour aller requêter nos données à travers ça. Et je vais me présenter aussi par la suite quelques autres technos possibles qui nous permettent d'implémenter cette couche sémantique et dont on va voir qu'elle peut être amenée à la fois à travers des outils de BI, mais aussi qu'on peut l'utiliser dans d'autres outils comme par exemple Snowflake, où en fait là, effectivement, la partie sémantique va être définie directement au niveau des données. Donc, juste pour présenter un peu ces parties-là, en fait, on va retrouver ici des termes qui sont finalement relativement familiers avec les usages des outils BI qu'on peut faire. En fait, j'ai envie de ramener ça à quelque chose de très lié aux outils de restitution parce que ces éléments de dimension et de mesure, c'est en fait du vocabulaire qui quand même se retrouve assez bien dans ces outils-là. Et pour commencer, le premier point, c'est qu'on va avoir une table, et je prends bien le temps de définir ces éléments-là, parce qu'on va voir que finalement, même à travers d'autres outils, on va garder cette même logique, en fait. Donc là, on va avoir une première table qui sont des commandes. Donc là, on parle de données en fait, de type, voilà, table de faits. C'est-à-dire, on va avoir ici un exemple sur les commandes avec pas mal de données qu'on va chercher à analyser et qui vont pouvoir évoluer dans le temps. Et à partir de là, bah, autour de cette table pour laquelle on cherche à définir un modèle sémantique, on va établir déjà les dimensions, donc, qui vont nous permettre derrière de pouvoir filtrer. Donc là, on va en avoir un certain nombre. Et vous voyez qu'ici, à chaque fois, on va pouvoir associer typiquement une expression en SQL. Donc, on a vraiment très concrètement un lien qui est fait entre un élément métier et finalement une requête sur l'aspect technique. Et donc, ça, c'est pour cette partie dimension. J'ai chopé, mais c'est pas grave. Et de la même manière, oui, j'allais dire, ici, on est sur des exemples qui sont relativement simples. Hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de choses à voir ici. Mais de la même manière, en fait, on va définir les mesures et on va avoir ici une agrégation, une somme ou encore un count. Et ça va nous permettre de la même manière, en fait, schématiquement, de définir nos mesures. Donc ça, c'est vraiment pour introduire la logique, en fait, dans la façon dont on va définir cette partie-là. Et ici, pour illustrer vraiment qu'on est sur ces concepts-là, j'ai mis ici la manière dont on va le faire sur DBT. Je ne sais pas si c'est un outil qui est forcément connu de tous. Donc là, DBT, ça va nous permettre de faire de la transformation en SQL directement au sein du warehouse et à travers des fichiers YAML comme celui qu'on voit ici, pour servir à configurer l'outil à travers plein d'aspects. On va à nouveau pouvoir définir ce modèle sémantique. Donc là, cette fois-ci, on est sur une table qui s'appelle transaction. Donc vous voyez qu'ici, on va faire référence vraiment à une table qui s'appelle fact transaction. Et de la même manière, on va commencer à définir nos différentes colonnes ici. Et encore une fois, là, on est vraiment sur le même schéma. On a des dimensions qui sont définies là et on va retrouver une mesure avec le type d'agrégation et avec à chaque fois les descriptions associées. Donc voilà deux exemples d'implémentation qu'on va pouvoir retrouver. Alors maintenant, vous allez me dire les cas d'usage, comment on l'utilise. Typiquement, alors, si je m'arrête un peu sur la partie DBT, en fait, DBT va proposer un certain nombre de connecteurs qu'on va pouvoir intégrer à Power BI, qu'on va pouvoir intégrer à Tableau, qu'on va même pouvoir utiliser sur des outils comme des tableurs, donc typiquement Google Sheet. J'ai mis un exemple à la suite. Donc, vous avez défini votre couche sémantique dans l'outil DBT, donc là, en l'occurrence, le DBT Cloud, un outil, un service managé DBT qui va nous permettre, à partir de nos données, et donc
grâce à ces fichiers descriptifs qu'on a vus avant, d'établir toutes les lignes de notre modèle sémantique. Et ben, ici, on a un cas, donc j'aurais pu mettre un connecteur sur Power BI ou Tableau. On va avoir le cas où, en fait, on a une extension sur cet outil qu'on va pouvoir ouvrir dans Google Sheet ici, et on va être capable de retrouver, de générer des données, des informations, des insights sur nos données, grâce aux éléments de la couche sémantique qui sont ici. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que ça permet assez facilement d'ouvrir cette capacité d'aller chercher de la donnée à des utilisateurs métiers. Finalement. Donc ça, c'est un des cas d'usage qu'on peut retrouver. J'ai évoqué tout à l'heure Snowflake, donc qui est un autre, exemple de comment on peut établir ces couches sémantiques, donc cette fois-ci au niveau de notre warehouse directement. Et vous voyez que, encore une fois, de la même manière, on a cette définition qui va se faire à travers une table de fait, à travers des dimensions, où là, on va avoir vraiment une implémentation propre à Snowflake qui va amener quand même un certain nombre de paramètres. Et donc, néanmoins, on va quand même retrouver le même genre de syntaxe et le même genre de schéma. Pourquoi, en fait, j'amène ce cas? Parce que c'est l'opportunité de... Vous avez peut-être assisté au module IA avant, enfin voilà. Ici, l'idée, c'est de pouvoir évoquer les cas d'usage qui sont amenés avec Snowflake. Donc là, j'ai mis un petit schéma qui montre un de ces cas d'usage. En fait, l'idée, c'est que grâce à cette couche sémantique, on va chercher à récupérer des insights sur nos données de manière dynamique par le biais du langage métier et par extension, en fait, par le biais de requêtes en langage naturel. Et qu'est-ce que nous offre aujourd'hui les modèles LLM et l'IA? C'est justement cette capacité en fait, à passer par ce modèle de langage pour aller requêter directement nos données. Et pour ça, on a besoin d'un modèle sémantique, on a besoin d'éléments qui permettent à ce modèle de s'y retrouver, de savoir comment nous générer les bonnes données. Donc là, on a un cas d'application en fait. L'idée aussi, un élément qui est quand même assez intéressant, c'est que grâce à cet outil, en fait, on va pouvoir directement l'intégrer dans un outil de chat classique qui peut être déployé dans les entreprises. Donc là, c'est Slack, ça pourrait très bien être Teams. Ce qui fait qu'on ouvre quand même, je pense que le cas d'usage il est quand même assez puissant, c'est-à-dire que demain, sur un outil d'échange que tous les collaborateurs ils ont l'habitude d'utiliser, on donne la possibilité d'aller chercher de la donnée par le biais de questions comme ça. Et donc, on a vraiment une contribution forte sur, je dirais, ce qu'on appelle la partie self-service analytique, c'est-à-dire être capable de fournir de la donnée bien précise au moment où on souhaite, en fait, par le biais de ce genre de données. Comment ça fonctionne? On a défini notre modèle sémantique comme je l'ai montré avant, juste avant. Donc ici, cette partie-là, on est vraiment sur ça. On va avoir la partie donc, Cortex Analyst là, qui est propre à Snowflake et qui va intégrer toute ces couches LLM et intelligence artificielle, qui va nous permettre de réaliser ces étapes de génération d'SQL et de fourniture de la donnée. Et ensuite, alors là, on est sur une partie plus spécifique de dire, je vais créer une application qui va pouvoir être communiquer avec Snowflake ici. Donc là, on parle juste un lien, un API. Et donc, finalement, on est capable par ce biais-là, d'aller interroger directement notre modèle sémantique, nos données, grâce à des requêtes en langage naturel. Oui, bien sûr. On sait que la sémantique, par exemple,
la définissez dans le data catalogue. Là, c'est un autre endroit où on définit, ou du coup, Alors, parce que j'ai du mal à cerner. ok. Oui, effectivement, là, on n'est pas nécessairement dans ce genre d'outil. D'accord. Là, on va vraiment être, ça va être vraiment, enfin, si je prends ce cas d'usage en particulier, on va vraiment générer ce qu'ils appellent une bulle sémantique dans cet outil-là qui va être, enfin, qui va servir pour ce besoin-là. Mais que sémantique. Oui, oui, ça va vraiment être une table dans le warehouse, si on va schématiser ça, qui va nous permettre de... Après, d'ailleurs, ça me permet de faire la transition avec l'atelier qui est juste après, si jamais ça vous intéresse, qui est dédié justement à Data Galaxy et à la gouvernance des données. Donc, voilà, mais il faut bien savoir que évidemment, on voit un peu le lien, enfin, je parle de sémantique, je parle de définir les métriques. Évidemment, il y a un lien très fort avec la partie gouvernance et avec le fait de bien définir nos données, de bien les établir. Maintenant, il faut bien identifier que cette partie-là, elle est très, comment dirais-je, très spécifique à l'analytics, aux métriques. C'est vraiment une partie de toute la gouvernance dans laquelle on va adresser des sujets bien plus larges sur la qualité. Par exemple, si on a un data catalogue, pour mettre en place ça, on est obligé de redéfinir la sémantique, ou ça peut se puiser dans un data catalogue? Alors, là, pour le moment, je pense que c'est deux choses bien distinctes. Oui, c'est plus deux choses bien distinctes, mais en l'occurrence, le cas d'usage ici, ce qui apparaît finalement, c'est que le truc, c'est d'aller chercher justement, enfin, si on revient à cette notion de gouvernance et à ce qu'on se dit là, de bien tout référencer dans cet outil-là, bah, après, finalement, l'objectif, c'est de s'appuyer là-dessus pour pouvoir entraîner nos modèles d'IA, pouvoir avoir de la fiabilité sur les données et d'être capable, que ça soit de cette manière-là ou que ça soit d'une autre manière, finalement de mettre en place du use case, parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est plus pour permettre un modèle de génération type Mistral, etc. De venir comprendre la mais on ne peut pas extraire une partie des infos du data catalogue pour initialiser. À mon avis, tu peux. Parce que ça fait une sacrée collecte, le data catalogue. Tu dois pouvoir extraire ton data catalogue, générer ton fichier. La structure est bien complétée. Et après, ton LLM, il va venir donc voilà, pour terminer, qu'est-ce qu'on voit en fait en synthèse, ça permet d'amener, donc si je reviens à mon introduction sur les problématiques de dissonance entre des métriques qui sont calculées de plein de manières différentes, là, la réponse que ça amène, c'est centraliser cette définition, l'aligner avec une logique métier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est vraiment quelque chose qui associé à l'IA aujourd'hui, nous permet de commencer à mettre en place des cas d'usage comme celui que j'ai présenté et qui offre la possibilité aux collaborateurs d'aller finalement interroger les données. Et ça a beaucoup de valeur. Et on parle un peu de self-service analytics, c'est des notions dont on entend parler depuis longtemps, mais là, on a vraiment un cas d'usage important. Et encore une fois, la fiabilité des données, la gouvernance, ça reste un enjeu vraiment important. Ça a déjà été évoqué lors de la première session. Évidemment que si on veut de l'IA solide, on a besoin de bonnes données. Et donc, encore une fois, ça fait la transition avec la présentation de mon collègue juste après. Voilà. Merci. Merci à vous. Oui. Et pour gérer ça, c'est un métier en particulier qui va aider j'imagine des data scientists et des data engineers qui travaillent sur ce genre de sujet. C'est quoi on va dire, l'expertise pour mettre en place après, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, comme ça peut intervenir à différents niveaux, je ne dirais pas que c'est une expertise en particulier, quelqu'un est dédié là-dessus. Maintenant, moi je pense qu'on n'est pas forcément sur la partie, sur l'aspect de data scientist.
je pense que on est vraiment sur quelque chose qui est à mi-chemin entre Le métier. des aspects même engineering et analytics, et où on va. Enfin, moi, je mettrais ça plutôt du côté data analyst, effectivement. L'idée, c'est de pouvoir comment dire, interagir avec le métier et de savoir restituer ça pour construire cette couche sémantique qui, derrière, va potentiellement servir à des usages plus data science, en effet, mais avant tout, c'est quand même avoir le lien fort avec le métier pour pouvoir construire quelque chose de. Non, mais quand vous parlez de transversalité de la data, justement que quand on parle d'un chiffre d'affaires, ça veut dire quelque chose et c'est la même chose partout. Oui. Ça, faut pas qu'il y ait des data scientists, enfin des data analystes partout qui Ah non, mais oui, bien sûr, oui, il y a quand même. Ça génère une gouvernance autour de ça. Exactement, non, mais c'est ça. Après, je dirais, c'est aussi une organisation des équipes, hein, parce qu'on peut avoir pas mal de configurations différentes. On peut avoir la partie data mesh, c'était aussi ce matin. On a souvent des collaborateurs data qui peuvent être dans différentes équipes métiers. Là, l'enjeu, c'est quand même d'avoir, c'est pas pour introduire la notion de data product et tout ça, mais c'est quand même d'avoir un formalisme, d'avoir des guidelines qui sont communes et qui permettent de garder une cohérence entre tout ça. Ça reste un vrai sujet. Après, ça dépend quand même pas mal des organisations de chacun. Vous avez tous. Sur l'avant-dernier slide, vous pouvez expliquer les étapes sur l'exemple. Celui-ci ? Oui. D'accord. Alors, oui, il y a un élément que je n'ai pas évoqué là-dessus, mais c'est que Snowflake nous permet aussi de générer de manière automatique, à partir d'une table, le modèle sémantique. Donc, concrètement, comment ça va se passer ? On a nos données qui sont ici, et on va en fait lui demander de nous générer le modèle sémantique. Là, ça va un peu, mais on peut très bien lui associer. Pardon, je vais coller à ça. C'était juste pour vous préciser qu'il est en capacité de générer des choses de manière automatique. Donc, les données sont ici. On a le modèle sémantique qui est défini tel que je l'ai montré avant, qui est associé ici. Donc, on va établir le lien là et le fournir à Snowflake. À partir de là, il va être capable d'interpréter nos requêtes en langage métier grâce au modèle de langage et de faire la transformation dans des requêtes SQL. Donc, première chose, la requête ici. La requête, elle va être interprétée là. Et donc, ensuite, on va générer le SQL. Sont un peu... donc, on va avoir le SQL, on va être capable de récupérer les données là. Et après, comme vous voyez ici, le modèle de langage il va pouvoir nous renseigner sur le détail de la requête qui a été générée et sur les résultats de celle-ci. Clair ou pas ? Ou est-ce que c'est qu'il y a des questions plus précises sur... En fait, l'LLM, il intervient à quel moment? C'est pour expliquer le texte en entrée et après reformuler la sortie. Oui. C'est au début et à la fin. Ouais, c'est vrai que là, c'est un peu contre-intuitif, effectivement, en termes de numérotation. Parce que lui, ce qu'il faut, c'est qu'il interprète ça correctement. Ensuite, à partir de ça, il doit transférer via la sémantique, générer cette requête. Et une fois qu'il a fait ça et qu'il a récupéré les données, il faut qu'il restitue tout ce qu'il a trouvé sous cette forme-là à l'outil. D'accord. Et donc, la couche sémantique, c'est qu'au début. On peut dire ça, oui. Merci. Avec plaisir.